Liu Boming et Tang Hongbo ont terminé leur tâche sur le module central Tianhe et seront de retour sur Terre plus tard aujourd'hui. Ils ont en moyenne plus de 53 ans et ils ont vécu dans la station spatiale pendant 91 jours, un record pour les taïkonautes dans le cadre d'une seule mission. Dans quelques instants, nous allons suivre en direct leur retour et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui sur notre plateau Nicolas Hiruozan, commandateur de CGTN français, qui nous accompagnera tout au long de cet événement. Bonjour Nicolas. Bonjour Chanoué. Mais d'abord, retour sur cette mission et les tâches accomplies par les taïkonautes durant ces 3 mois dans l'espace. Tout de suite, notre journaliste Liu Jiaxin nous en dit plus sur le test en orbite avant le retour. Regardez. Voici un modèle de la station spatiale Tiangong, composé du module central Tianhe, du cargo Tianzhou et du vaisseau spatial habité Shenzhou 12. Avant le retour de Shenzhou 12, il a une mission spéciale qui est de faire un test d'amarrage pour Shenzhou 13, de l'avant vers la direction radiale. Mais comment fonctionne l'ensemble du processus? Écoutons ce que l'expert a à dire. Shenzhou 12 doit d'abord être désamarré, puis se rendre à un point de maintien de 400 mètres et à une distance d'environ 2 km. Après cela, il tournera au-dessus du module central, ajustera sa position au fur et à mesure qu'il vole, puis il ira derrière et en dessous de la station, se dirigera vers le bord d'amarrage radial. Après cela, il biguera à 90 degrés, puis tournera à 180 degrés, afin qu'il puisse aller tout droit. Voici la mission de Shenzhou 12. Les 3 taïkonautes ont vécu et travaillé dans la station spatiale pendant 3 mois. Voici un récit de leur mission. Regardez. Shenzhou 12号已经完成在轨驻留3个月的任务，即将返回载人飞船。 La Chine s'apprête à lancer un 3e vaisseau cargo pour acheminer les fournitures à sa station spatiale. Tianzhou 3 sera lancé depuis le site de lancement de Wenchang, dans la province du Hainan, situé au sud de la Chine. Notre journaliste sur place, Zheng Yibing, nous en dit plus. Le vaisseau spatial cargo Tianzhou 3 et la fusée porteuse Longue Marche 7Y4 sont transportés du complexe d'assemblage à la rampe de lancement située à près de 3 km de là. L'ensemble du processus prend environ 2h30. Près de 200 personnes sont impliquées dans le transfert vertical. Ils vont parcourir la courbe et les sections droites sur les voies. Leurs vitesses respectives sont d'environ 15 et 25 mètres par minute. La fusée porteuse Longue Marche 7Y4 a été améliorée pour cette mission. Nous avons effectué une vérification complète pour nous assurer que la fusée est étanche. Nos tests ont montré que le gaz et le liquide à l'intérieur sont entièrement scellés. Tianzhou 3 et la fusée porteuse Longue Marche 7 subiront des tests finaux avant leur lancement prévu vers la station spatiale chinoise dans les prochains jours. Une station spatiale est un laboratoire géant en orbite dans l'espace extra-atmosphérique. Actuellement, il n'y a qu'une seule station spatiale internationale à laquelle la Chine n'a pas accès, ayant été interdite de s'y impliquer par les États-Unis pour les raisons dites de sécurité nationale. Outre pour cette raison, pourquoi la Chine construit-elle sa propre station spatiale? Explication.
Ici sur Terre, une pomme tombera sous l'influence de la gravité, mais dans l'espace, elle flotte comme ça. Mais comment cette pomme pourrait-elle muter dans un environnement à microgravité? Que peut-il se passer lorsqu'un astronaute mange cette pomme? Depuis 2003, la Chine a envoyé 11 astronautes dans l'espace. Pendant leur séjour dans l'espace, les astronautes ont effectué diverses expériences, mais leur temps à chacune de ces visites était limité. La Chine vise à remédier à cela en construisant une nouvelle station spatiale d'ici à la fin de 2022 qui devrait rester dans l'espace durant plus de 10 ans, ce qui permettra aux astronautes qui y passeront du temps de s'investir dans des expériences physiques, biologiques et cosmologiques plus longues. Quant aux expériences, les scientifiques chinois s'intéressent à la culture des plantes. Ces fleurs et ces légumes ont été cultivés à partir de graines mutées dans l'espace. Les répercussions de vivre dans l'espace préoccupent aussi les scientifiques. Savoir comment garantir la capacité des astronautes à passer un séjour sain à long terme dans l'espace pourrait ouvrir la voie à des voyages à l'avenir dans l'espace. Mais la nouvelle station spatiale chinoise ne sera pas que pour les scientifiques chinois. Elle sera aussi offerte aux scientifiques du monde entier. Jusqu'à présent, un total de 9 projets proposés par 17 pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, ont été sélectionnés pour une première série d'expériences à mener dans le tout nouveau laboratoire spatial. Cette nouvelle installation devrait ouvrir un tout nouveau chapitre de l'exploration habitée de l'espace. La combinaison Feitian est la première combinaison spatiale complètement chinoise. Alors, qu'est-ce qui la rend si spéciale? CGDN s'est entretenu avec l'un des concepteurs pour le savoir. Depuis 2013, le Dr Luo Jianping de l'Université du Hunan dirige l'équipe de conception de la dernière mise à niveau de la combinaison spatiale Feitian. Il dit que le concept vise non seulement à bien paraître, mais aussi à être plus fonctionnel et fiable. Cette disposition générale et les rubans ont été ajustés. La ceinture décorative et les couleurs sont de caractéristiques chinoises. Il y a également une sorte d'effet visuel amincissant, ce qui est un design très innovant dans la communauté internationale. En 2008, le taïkonaute Jai Zhigang, vêtu de la combinaison Feitian originale, a effectué la toute première sortie dans l'espace par un Chinois. Cette fois-ci, l'équipage du Chenzhou 12 effectuera des tâches plus compliquées avec la version améliorée. Il s'agit du prototype de la caméra pour casque, un tout nouveau design pour la combinaison spatiale de nouvelle génération de la Chine. Les concepteurs disent qu'ils ajusteront les équipements et les différents éléments en fonction des exigences pratiques et de l'aspect général. Les combinaisons spatiales EVA sont comme un mini-vaisseau spatial qui combine des vêtements, des équipements de pointe et un système conçu pour maintenir les astronautes en vie dans l'espace, leur permettant de mieux effectuer leurs tâches. Notre équipe est en fait une équipe interdisciplinaire et intégrée. Nous avons des experts en design industriel, en design mécanique, en ergonomie humaine, en design visuel et en design de patron. Outre la combinaison Feitian, les concepteurs élaborent également des conceptions pour les futures combinaisons spatiales. Alors que le plan spatial ambitieux de la Chine envisage une éventuelle mission habitée vers Mars, des combinaisons spatiales plus avancées seront nécessaires. En même temps, nous encourageons nos étudiants à essayer toutes les nouvelles technologies sur notre combinaison spatiale. Par exemple, nous étudions la technologie des exosquelettes pour voir si elle peut être utilisée dans la combinaison spatiale pour aider nos astronautes à terminer plus de tâches avec des technologies plus rapides et meilleures. Les concepteurs disent que la combinaison spatiale est l'équipement le plus complexe sur lequel ils aient jamais travaillé. Ils disent vouloir continuer à travailler avec des ingénieurs et des scientifiques pour apporter plus de soutien aux futures missions spatiales. Bonjour Nicolas. On voit bien que les 3 astronautes vont bientôt prendre le retour sur la Terre. Et je voudrais vous poser la question, quelles ont été les missions justement principales pour ces 3 astronautes qui étaient à bord dans notre station spatiale? Quelle a été leur mission principale? Alors déjà, c'est la première fois que les astronautes chinois restent aussi longtemps dans l'espace, dans ce module Tianhe, le module d'habitation pour les taïkonautes. Alors, tout simplement, c'était surtout une mission de préparation en vue des prochaines missions, en vue des assemblages des différents modules de la station spatiale. Donc, pour eux, cette préparation, c'était vérifier que tous les équipements de survie fonctionnent bien, parce que évidemment, c'est dans l'espace, les conditions
vie et de sécurité sont extrêmement précises, extrêmement importantes pour que tout se passe bien, les réserves d'oxygène, l'alimentation, tout le système électronique pour le chauffage, etc. Donc tout ça, il faut que tout soit bien en place, que les astronautes vérifient que tout soit parfaitement opérationnel. Ensuite, ils ont également préparé, ils ont fait quelques petites expériences médicales. Hein. On a vu, ils ont prélevé leur sang, ils ont fait des petites expériences médicales, mais en gros, c'est pas vraiment pour commencer les véritables expérimentations scientifiques qui auront lieu au fur et à mesure quand les modules de laboratoire de la station spatiale Tiangong vont être assemblés. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment mener des expérimentations scientifiques, c'est vraiment préparer la station spatiale pour qu'elle puisse vraiment fonctionner à son plein potentiel. Alors, ils ont également fait des sorties extravéhiculaires, donc les sorties spatiales, on a vu des belles images quand ils sont sortis 2 fois dans l'espace. Donc ça, c'est aussi une première pour les astronautes chinois, de sortir, non pas dans l'espace, mais sortir de la station spatiale. On s'est déjà arrivé une fois, la Chine avait déjà mené, lors de la mission Shenzhou 7, avait réalisé une sortie dans l'espace. Mais là, c'est la première fois que les astronautes chinois sortent de la station spatiale. Donc il y a tout un processus à apprendre, à mettre en place. C'est extrêmement, il faut être très précautionneux parce que tout est dangereux dès qu'on sort dans l'espace. Tout peut se passer, tout peut arriver. Donc les méthodes, c'est eux qui mettent en place ces moyens de sortie. La manipulation du bras robotique, c'est aussi une des spécialisation de cette station spatiale, cette particularité, c'est d'avoir ce bras robotique qui permet donc d'amarrer les modules, de pouvoir aussi transporter les choses en dehors de la station spatiale. Et donc ça, ils ont travaillé sur ce bras mécanique, et savoir comment le manipuler. Ils ont également mis en place une caméra panoramique, puisqu'elle n'était pas placée de manière la plus fonctionnelle possible. Donc ils sont sortis dans l'espace pour pouvoir la mettre en place. Donc ça aussi, c'était une des missions principales de ces taïkonautes. Également décharger beaucoup de produits, de provisions du vaisseau cargo. On l'a vu, il y a un vaisseau cargo qui est amarré en ce moment, donc il faut aussi mettre en place, on les a vus déballer beaucoup de caisses et d'objets, donc c'est eux qui font un petit peu l'installation à l'intérieur de la station spatiale. Donc c'est eux qui préparent le rangement, qui préparent tous les équipements qui seront utilisés plus tard par les prochains astronautes qui viendront après eux. Et également, ils ont travaillé sur leur physique, sur on a vu les séances de musculation aussi. Voilà, il y a un vélo, on a vu un petit vélo, parce que évidemment, dans un environnement de microgravité, les muscles s'atrophient, surtout les muscles des jambes, pas du tout. Évidemment, quand on est en gravité, on fait travailler tous les muscles, notamment ceux des jambes. Donc pour pallier à ça, pour préparer le retour, c'est quand même long, 3 mois dans l'espace, dans ces conditions-là. Donc il y a tout un processus à mettre en place pour que la santé, les muscles des astronautes soient toujours stimulés en fait. Donc voilà, ils ont préparé aussi tous ces exercices. Je rappelle juste, là, la première fois quand ils sont arrivés dans l'espace, c'était le 17 juin. Donc là, aujourd'hui, on est le 17 septembre, donc ça fait 3 mois pile poil. Et la première fois qu'ils sont sortis dans l'espace, c'était le 4 juillet, donc un mois, presque, même pas un mois, peut-être une vingtaine de jours après, justement, cette entrée dans l'espace. Et justement, si on est là pour tirer une conclusion aujourd'hui, ces 3 mois, c'est comme on testait un peu la température de l'eau pour voir comment ça marche. Donc, comment est-ce qu'on peut qualifier ces 3 mois? Est-ce que ça apporte un sens significatif dans le projet, dans l'ambition chinoise, dans l'univers de la découverte dans l'univers? Je dirais que ça a un petit peu réconforté, parce qu'on n'est jamais sûr quand on envoie des astronautes dans l'espace. Vraiment, ils sont isolés. Bon, bien sûr, il y a les communications avec la base sur Terre, mais ils sont quand même un peu livrés à eux-mêmes. Donc c'est à eux d'assurer, de gérer leur survie en fait dans la station spatiale. Et en fait, ça s'est bien passé. Donc il n'y a pas eu de problème ni mécanique, ni électronique, quoi que ce soit. Les sorties dans l'espace se sont bien déroulées. Donc en fait, ça rassure en fait sur les prochaines étapes de les différentes missions spatiales qui sont prévues,
pour le renvoi dans l'espace d'autres astronautes qui vont aussi donc, vivre dans cette station spatiale, dans le module de survie, et ensuite mener des opérations plus complexes hein, avec des expérimentations, cette fois scientifiques. Donc là, en fait, c'était surtout pour préparer la venue des autres astronautes, montrer qu'en fait, la station spatiale, enfin en tout cas qui est en train d'être montée, le module principal Tianhe est parfaitement opérationnel, que les outils, le bras mécanique marchent très bien, les amarrages, on a vu, hein, ils ont aussi, juste avant de partir, ils ont fait il y a eu cette opération d'amarrage vertical qui est beaucoup plus compliquée, qui prépare la prochaine mission Shenzhou 13. Oui, donc ça c'est très bientôt là. Voilà, donc c'est des étapes qui sont franchies une par une. Hein. La Chine a réussi grâce à vraiment cette méthode étape par étape, sans se précipiter, et ça c'est important de dire. Ça a été rapide mais sans précipitation, d'assurer à chaque fois la sécurité des missions, et de vérifier étape par étape les bons fonctionnements de tous les appareils. Hein, je rappelle que par exemple les Tiangong 1, Tiangong 2, c'était des modules d'essai hein, avant la station spatiale, avant d'envoyer Tianhe. La Chine avait déjà travaillé sur les amarrages dans l'espace, avait déjà envoyé ces modules pour vérifier si tout allait bien se passer. Maintenant c'est l'étape naturelle, c'est d'avoir envoyé ces 3 astronautes, rester 3 mois dans l'espace à bord de Tianhe sans incident notable, rien de et grave. En plus, je rappelle, ils travaillaient 7 jours sur 7. 6 jours sur 7. Ils avaient quand même un peu de repos. Ils avaient quand même le temps de communiquer avec leur famille, de communiquer avec aussi les internautes, d'envoyer, on a vu ce petit vlog là, et puis prendre des photos, de communiquer aussi, montrer leur ressenti en fait hein, dans l'espace, voir, parce que c'est toujours une expérience assez grandiose hein, de voir la Terre de l'extérieur, hein, d'être dans cet environnement très privilégié, d'être dans l'espace, voir ces lumières, le soleil, la lune, de manière très différente, de voir la Terre d'une manière aussi complètement extérieure. Donc ça, et pouvoir le transmettre aux autres et surtout aux jeunes en fait. Et aussi par exemple de regarder la Terre, de regarder la Chine, de prendre des photos de Pékin d'un angle tout à fait différent. Oui, alors on rappelle, ils sont à 400 km d'altitude environ, donc c'est une orbite relativement basse. Hein, c'est pas il y a des orbites, par exemple les orbites géostationnaires qui sont à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres hein, d'altitude. Donc cette orbite basse permet de voir des détails hein, de la planète et de la géographie. Ouais. Et si on fait une petite comparaison entre la station spatiale chinoise et la station spatiale internationale qui a déjà entré en vigueur, qui a déjà entré en utilisation en 2011 et en fait la préparation ça a duré 12 ans. Alors la chinoise, cette fois-ci on voit que la station a en effet, aujourd'hui, on est en 2021 et normalement la station devrait être déjà opérationnelle à partir de 2022, donc l'année prochaine. On dirait que c'est quand même relativement vite la construction, ça a pris 2 ans, mais comme ce que vous avez dit, c'est étape par étape, on a pris du temps, on essaie de voir si tout fonctionnait bien. Alors, bon, c'est vrai qu'au niveau de la taille aussi c'est différent, hein, la taille au final, hein, une fois que quand tous les modules seront assemblés pour la station spatiale chinoise, elle sera quand même environ 4 fois plus petite que la station spatiale internationale. Donc évidemment, c'est un peu plus facile de monter une station spatiale qui est modèle plus réduit. Mais il faut aussi dire que la Chine est seule à faire ce montage, alors que dans les autres stations spatiales, c'était une coopération internationale. Donc la Chine a réussi, par elle-même, en fait, à développer toute la technologie spatiale, l'envoi des astronautes dans l'espace. Hein, c'est quand même le troisième pays à pouvoir le faire, après la Chine, après les États-Unis et la Russie. Donc, et c'est vraiment cette station spatiale et on voit cette progression étape par étape, et puis effectivement, hein, comme je disais, avec les premiers modules Tiangong 1, Tiangong 2, ensuite Tianhe, toutes les missions Shenzhou, hein, qui sont, on en est à Shenzhou 12, donc il y avait toutes ces missions avant, étape par étape, voire toujours un peu plus loin en fait, la première sortie dans l'espace, voir comment les amarrages, etc. Donc tout ça, ça a été rapide, mais en même temps, toujours avec la sécurité au centre hein, de l'attention. Et c'est vrai que là, il y a une dizaine de missions encore qui sont en préparation jusqu'à l'assemblage final de Tiangong, qui sera, donc, on avait dit, fin 2022. Oui. Donc malgré... évidemment, là, on peut revenir un peu sur le fait que la pandémie aussi de Covid-19 a ralenti un petit peu les lancements à certains moments. Mais là, complètement, on a récupéré hein, le temps perdu et normalement, les délais vont être respectés. Donc, effectivement,
C'est un beau succès de la technologie spatiale chinoise. Oui. On peut même parler après, peut-être plus tard, des missions lunaires, des missions sur Mars. Et beaucoup de personnes se demandent comment la station spatiale se construit-elle, dans combien de parties, comment est-ce que ça a été composé ensemble, si on remonte un peu l'histoire déjà de la construction chinoise dans sa propre station spatiale. Le début, en fait, les modèles, c'était Tiangong 1, Tiangong 2, qui étaient des modules spatiaux qui permettaient aussi de mener quelques petites expérimentations, voir comment préparer la station spatiale chinoise qui sera beaucoup plus complexe. Donc là, Tianhe, qui est l'équivalent un peu de ce Tiangong, est le module central où les astronautes vont vivre. Donc ils ont des chambres séparées, ils ont un endroit pour faire les expériences, ils ont également un endroit pour dîner, pour manger, pour vivre. Et ensuite, accolé à ça, il va y avoir des modules d'expérimentation qui seront sur les côtés. On les a vus plutôt dans les reportages. Donc ça va être cet assemblage. Et ensuite, il y a des ports d'amarrage aussi pour le vaisseau cargo, Tianzhou, qui pourra venir réapprovisionner en équipement et aussi éliminer les déchets, parce que évidemment, dans l'espace, on ne peut pas jeter les déchets comme ça dans la station spatiale. On va éliminer les déchets en les mettant dans le vaisseau cargo qui va revenir. Donc ça va être un échange comme ça, assez régulier, entre les vaisseaux cargo, les vaisseaux habités Shenzhou, avec les astronautes, les taïkonautes qui vont venir pour arranger un petit peu, pour mener des expériences, pour aussi un peu donc sortir tous les équipements, les mettre en place. Et voilà, on a ce bras mécanique dont on avait parlé, ces caméras. On peut également faire des observations de l'espace plus lointain, grâce à évidemment avec des télescopes. On peut, voilà, tout ça, en fait, cet assemblage, en gros, c'est vraiment 3 modules, un module central, 2 modules d'expérience, des ports d'amarrage pour les vaisseaux cargo et les vaisseaux Shenzhou. Après, je veux dire que c'est loin d'être fini, parce que la Chine, dans les prochains mois, la Chine va encore envoyer un module spatial et 2 modules d'expérimentation dans l'espace. Donc comme ça fera le nombre... alors, au niveau du nombre de modules central, il y aura combien? Il y aura 2? Un module central et deux modules adjacents qui sont pour les expériences scientifiques. Ok. Donc si on ajoute encore un module central, donc ça fera 2 modules centrales. Ouais. On peut aussi, il y aura le fameux télescope aussi pour une vision, pour observer un petit peu plus l'univers sans la barrière atmosphérique, pour avoir plus de précision. Donc il y a aussi le projet d'un énorme télescope. D'accord. Et je voudrais justement vous poser la question là-dessus sur la construction d'une station spatiale propre à la Chine, parce que tout à l'heure on a déjà vu dans le reportage pourquoi est-ce que la Chine va construire sa propre station spatiale. Quelle est la signification pour elle d'avoir indépendamment une station spatiale à la chinoise? Parce que la Chine a beaucoup d'ambition pour l'espace, pour la conquête spatiale, la recherche spatiale. Le gouvernement chinois a investi énormément d'argent. Pour la Chine, c'est un bienfait pour l'humanité en général. C'est pas seulement pour la Chine, mais on a vu, il y aura des partenariats avec d'autres pays pour mener des expériences à bord de la station spatiale. Donc malheureusement, la Chine n'a pas pu participer avec la Station spatiale internationale, mais la Chine a quand même une énorme ambition pour le spatial. Alors comment faire si on ne nous accepte pas dans un endroit, quelque part, pour mener des expériences, pour progresser? Le seul moyen, si on a les moyens évidemment, financiers, technologiques, scientifiques, c'est de construire sa propre station spatiale et comme ça d'être indépendant. Donc la Chine est indépendante pour ses missions spatiales maintenant grâce à cette station spatiale. Comme on avait vu dans le reportage précédemment, une station spatiale c'est surtout un laboratoire en fait, ce qui permet de mener des expériences. C'est un lieu de vie pour les astronautes, donc ils peuvent rester 3 mois, voire peut-être plus. Donc ils ont le temps de mener leurs expériences, de faire leurs observations, et aussi on a bien vu tout à l'heure que ça permet de voir comment survivre sur le long terme dans l'espace. Parce que si jamais on doit envoyer des astronautes, des taïkonautes pour faire des missions beaucoup plus longues, on pense tout de suite, l'objectif c'est Mars, tout de même. Mars c'est quand même
une distance assez énorme. Donc il faut du temps, il faut passer du temps dans l'espace pour atteindre Mars. Alors pour ça, il faut voyager en toute sécurité. Et évidemment, personne, si jamais un vaisseau est envoyé vers Mars, il n'y a pas de mission de secours possible. Hein. Donc il faut que tout soit déjà préparé à l'avance, savoir exactement comment les choses vont se passer dans l'espace. Et le seul moyen de tester, c'est de le tester dans l'espace, dans une station spatiale qui donne tous les éléments de sécurité. C'est vrai que s'il se passe quelque chose, une urgence dans la station spatiale, là, il y a toujours une mission qui peut partir, un autre vaisseau spatial de secours, hein, qui peut partir, par exemple, aller chercher les taïkonautes pour les ramener sur Terre. Oui. Donc voilà, ça permet de vérifier comment les astronautes vont pouvoir vivre en sécurité dans l'espace pour des missions plus lointaines, plus longues. Oui. Plus ambitieuses, on dirait. Plus ambitieuses. Voilà, et donc la Chine a vraiment, là, elle s'est vraiment lancée dans tous azimuts pour la conquête spatiale, pour avoir niveau scientifique et peut-être plus tard pour des installations d'humains sur des bases lunaires par exemple. C'est toujours un projet. Après, je veux dire, cette initiative au début, c'était lancé par les États-Unis aussi. C'est un vieux rêve de l'humanité. Le premier c'est de voler, donc ensuite c'était d'aller peut-être de découvrir l'autre satellite, la Lune, qui est l'astre le plus proche, de poser le pas sur la Lune, ensuite d'aller encore plus loin, toujours cette quête d'aller toujours plus loin. Maintenant c'est direction Mars, c'est ça? C'est direction Mars. Et donc avant, en fait, la station spatiale permet de préparer peut-être une prochaine base lunaire, et à partir de la base lunaire, peut-être se diriger vers Mars. Donc tout ça, c'est vraiment étape par étape, essayer de poser un pied puis l'autre, et d'être toujours en sécurité. Donc, et puis des missions comme la dernière mission lunaire sur Mars qui a permis de ramener des échantillons. Donc la Chine l'a fait, alors que ça faisait des années que aucun échantillon lunaire n'était revenu sur Terre. Le rover qui a été posé sur Mars, c'est un exploit. Ouais, donc, en plus, je me souviens, à ce moment-là, les échantillons de la Lune même étaient exposés au public pour que les enfants et les adultes aussi puissent venir voir à quoi ça ressemble. La Chine a décidé de s'investir totalement dans la recherche spatiale et d'en faire profiter le monde entier, puisque les résultats des expériences, des observations, des réussites vont être communiqués et ensuite ça sera partagé. C'est effectivement, la conquête spatiale ça doit être vu comme un projet de l'humanité dans son ensemble, pas seulement appartenir à un pays. La Chine fait une partie de sa contribution et après, bien sûr, il y aura d'autres pays qui vont venir à la hauteur de ses moyens financiers, bien sûr. Justement, il y a quelque chose d'intéressant, quand vous parliez tout à l'heure, j'ai remarqué, au lieu d'appeler les astronautes chinois, vous avez directement appelé les taïkonautes. Et depuis 3 mois, dans les médias, beaucoup de personnes parlent de ces astronautes. La plupart du temps, ils emploient quand même le mot des astronautes chinois au lieu de taïkonautes. Pourquoi avez-vous employé ce mot taïkonaute? Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est vrai que je dirais qu'il y a plusieurs manières de définir ou d'appeler ces voyageurs de l'espace. Alors si on peut revenir à l'étymologie, astronaute, ça vient du grec, astre et naute. Naute, c'est le voyageur, le marin, le voyageur, astre des étoiles en fait. Donc en gros, c'est un voyageur qui va dans les étoiles, astronaute. Ça, c'est plutôt l'appellation américaine. Pour les Russes, l'Union soviétique, qui avait aussi, évidemment, il y avait une rivalité entre Américains et Soviétiques donc pour la conquête spatiale. Eux n'ont pas voulu utiliser le terme astronaute, ils ont préféré cosmonaute. Cosmos aussi de l'espace, de l'univers. Cosmonaute aussi voyageur de l'espace. Oui. On peut aussi dire spationaute, par exemple. Pourquoi pas utiliser en France aussi, c'est l'espace, spationaute. Et c'est un mot qui est employé couramment en France? Bien sûr, oui, spationaute. D'habitude, on utilise plutôt astronaute en France. Et les Chinois ne sont pas en reste, ils se sont dit pourquoi pas nous? Après tout, nous aussi, on a une civilisation millénaire, on a notre propre racine, notre manière de parler de l'espace. Il y avait le Taikong, qui est l'espace, le grand, l'univers. Donc pourquoi pas utiliser Taikong et en faire un mélange avec cette racine grecque, de voyageur dans l'espace, Taïkong-naute, donc le voyageur de l'espace. Après, je trouve c'est intéressant de rappeler, en fait, justement, tout à l'heure, vous parliez de Taikong. Taikong, en fait, finalement, qu'est-ce que ça signifie Taikong? C'est l'univers, c'est tout cet espace extraterrestre. Et après, Tai, ça peut justement désigner le soleil, et puis Kong, c'est tout ce qui est vide. C'est donc, en fait, toute cette partie vide
en dehors de la Terre, donc le grand vide, donc l'univers. Vide, Oui, à l'époque que les Chinois, à ce moment-là, ils ont beaucoup d'imagination justement sur Taikon et il y avait beaucoup de légendes chinoises qui portaient là-dessus. Donc taïkonautes, je dirais, c'est un mot qui a un mélange d'imagination chinoise, de cette ancienne civilisation, de l'univers, voilà, du ciel et puis de tout ce qui est de l'inconnu. Voilà. Pour le peuple chinois. Voilà, donc ça permet de mélanger un peu ces deux racines. C'est la science occidentale qui vient des Grecs, hein, et puis aussi les connaissances anciennes de la Chine. Donc, taïkono, c'est un joli mot, puis ça définit très bien les astronautes chinois. Donc, pourquoi utiliser astronaute chinois à chaque fois? Pourquoi pas dire taïkonaute? Et peut-être que petit à petit, le grand public, via les médias, peut-être qu'ils vont s'habituer à ce terme et ils vont l'utiliser plus souvent. Dans la prochaine fois, quand les gens ils vont voir taïkonautes, ils vont automatiquement faire référence aux astronautes chinois. Et après, éventuellement, cosmonautes, ce sont les astronautes russes. Oui. Et les spationautes, les astronautes français. Voilà. Oui. Et après, peut-être, éventuellement, un jour, on aura d'autres néologismes. Mais après, à votre point de vue, à quel degré le monde médiatique a accepté ce néologisme? C'est difficile à dire parce que moi, c'est vrai que je vis en Chine, hein, donc je suis très habitué à ce terme. Hein, on l'utilise très régulièrement, hein, puisque c'est un terme chinois. Enfin, ça dérive du chinois, c'est la Chine qui l'a mis en place, qui en fait la promotion. Mais je pense que d'après mes lectures, hein, ce que je vois sur les différents sites d'actualité, c'est de plus en plus utilisé. Les médias anglo-saxons l'utilisent régulièrement. Donc les médias français commencent aussi. Ça commence à prendre. Ça commence à prendre, mais encore du temps que les gens s'y habituent peut-être à ces nouveaux mots inventés. C'est pas facile, à la chinoise. Il faut l'écrire. C'est un peu plus. Astronaute, c'est vrai que dans un imaginaire occidental, astronaute, c'est assez facile. Les astres. C'est astre, astral. Toutes ces racines latines ou grecques, on est habitué à ces racines. Même cosmonaute, cosmos, hein, c'est assez facile. Alors que taïkonaute, on ne sait pas d'où vient taïkonaute. Et c'est bien de l'expliquer, ça peut aussi donner peut-être envie d'apprendre le chinois. Peut-être. Mais cosmos, ça a aussi une origine latine. C'est grec. Cosmétique. D'ailleurs, cosmétique utilise aussi, ça vient en fait de la même racine, qui est la beauté, l'harmonie universelle en fait. C'est assez profond, ça vient des premiers, des premiers savants, des premiers chercheurs grecs en fait de vérité, des premiers sages qui ont utilisé ce terme de beauté universelle, hein, pour décrire l'univers. C'est resté dans le langage courant. D'accord. Justement, au moment où on parle de l'univers, des taïkonautes, de tout ce qui est des légendes à l'ancienne, nous avons encore 3 Chinois qui sont dans un petit vaisseau spatial pour revenir sur la Terre. Et donc, on va s'intéresser à ces 3 astronautes, ou à ces 3 taïkonautes à bord. Il s'agit de Ni Haisheng qui a 57 ans, Liu Boming qui a 55 ans et Tang Hongbo qui a 46 ans. Donc, ils ont l'âge moyen de 53 ans. Donc, cette fois-ci, ils sont des plus âgés par rapport aux équipages qui ont été envoyés dans l'espace précédemment en Chine. Pourquoi est-ce que l'âge pose problème? On dirait qu'ils ont beaucoup d'expérience, c'est sûr, mais ils sont quand même âgés par rapport alors je pense que le choix s'est porté sur eux, parce on a privilégié l'expérience, effectivement, parce que c'est la première fois que des astronautes, taïkonautes, donc, sont à bord de la station spatiale pendant une durée aussi longue, 3 mois, et mettre en place les premiers éléments de la station spatiale. Okay. Tout de suite, on va aller sur place pour voir l'atterrissage, comment ça se déroule sur place. On va avoir des images. Maintenant, la capsule de Shenzhou 12 revient sur Terre. Voici l'image de l'endroit précis. Alors, quelle posture de taïkonaute pour sortir de capsule?
Maintenant, ils sont plutôt, on dirait qu'ils sont accrochés au mur. Et ils sont capables d'ouvrir eux-mêmes la porte pour sortir. Le centre de contrôle est en train de confirmer tous les indicateurs et tout est normal. Et l'équipe de recherche et de sauvetage est en train de localiser la capsule afin de leur apporter l'assistance. Dans le centre de contrôle, on entend dire les coordonnées de l'endroit précis de l'atterrissage de la capsule habitée. 东风明白。北京，东风报告。我是北京，东风请讲。直升机已到达落点上空， Et aussi, 正在降落。 l'hélicoptère est bien sur la 主 place. 伞已脱落，报告完毕。 北京明白。东风，雄鹰报告。雄鹰请讲。直升机已在现场降落，正在进行舱外污水井检录、舱外外观检查，报告完毕。 Et maintenant, l'hélicoptère est bien atterri et l'équipe va effectuer une série de confirmations. On voit que le personnel est en train de se dépêcher vers la capsule. 我是北京，东风请讲。 Ils sont déjà autour de la capsule habitée de Shenzhou 12. 落点测量，报告完毕。北京明白。 Et une série de détections est en train d'être effectuée. 东风，猛士报告。 Cette fois-ci, on a bien prévu l'endroit exact d'atterrissage de la capsule habitée de Shenzhou 12. 预报落点8公里，报告完毕。东风明白。 La précision, c'est le mot-clé de cette mission. Et on voit maintenant le personnel qui se dépêche vers l'endroit. On va tout d'abord effectuer un constat de l'apparence de la capsule. Nous avons au total 5 hélicoptères de sauvetage. Et maintenant, on voit que la capsule habitée est tout noir à l'extérieur. Notre hélicoptère atterrit. 舱外污水井检测浓度为0，准备开舱，报告完毕。东风明白。 Et on a déjà confirmé qu'il n'y a pas de fuite à l'extérieur de cette capsule. 现场正在架设电油站，正在建立警戒区，报告完毕。东风明白。
Oui, c'est compris, Dongfeng. Maintenant, le personnel est en train de travailler à côté de la capsule. Maintenant, nous allons suivre la sortie des taïkonautes de la capsule habitée. Le personnel en costume orange sont du système du site d'atterrissage et le personnel en costume blanc sont du personnel médical. Maintenant, on a terminé les activités du contrôle du terrain et l'équipe médicale et l'équipe de secours et de recherche sont tous tout près de la capsule. On aménage une zone d'alerte autour de la capsule. Et on est en train de préparer l'ouverture de la capsule. Il ne fait sans aucun doute que c'est le personnel terrestre qui est chargé d'ouvrir la capsule. Entre-temps, les taïkonautes doivent aussi faire une manœuvre de séparer la capsule du parachute principal et de préparer l'environnement nécessaire pour la sortie. Ils peuvent déjà entendre la voix du personnel à l'extérieur de la capsule. Après plus de 90 jours en espace, maintenant, ils peuvent parler avec l'homme sur la Terre. La prochaine manœuvre est d'assister à ouvrir la capsule. En général, il faut vérifier l'état à l'intérieur et à l'extérieur de la capsule. Et aussi faire une communication à l'avance sur l'état de santé des taïkonautes à l'intérieur de la capsule. Et les 3 taïkonautes doivent faire aussi une communication avec le personnel de secours et aussi faire une communication avec le centre du contrôle des vols spatiaux de Pékin pour rendre compte de leur état de santé et de l'état à l'intérieur de la capsule. Donc, celui qui doit en premier voir les 3 astronautes est le concepteur général pour toutes les activités médicales autour des taïkonautes. On est en train de vérifier s'il y a des fuites des tuyaux de la capsule et de vérifier l'état de santé, observer l'état de santé des 3 taïkonautes et faire la première évaluation de leur état de santé. Il n'y a pas de fuite de tuyaux à l'intérieur de la capsule. Ensuite, en tenant compte de l'état de santé des taïkonautes, on doit donner à boire aux 3 taïkonautes pour leur rétablissement.
Maintenant, on est capable de bien vérifier et pour que les conditions, être sûr que les conditions soient réunies pour la sortie. Maintenant, le personnel médical est en train de faire le premier examen de l'état de santé des taïkonautes. 东风雄鹰报告。雄鹰请讲。经医监医保人员确定，3名航天员状态良好。 Maintenant, le personnel médical peut déjà confirmer que les 3 taïkonautes sont en bon état de santé. On entend les applaudissements dans la salle de contrôle. C'est la meilleure nouvelle, puisque les taïkonautes sont en parfait état de santé. Ils ont passé plus de 3 mois dans l'espace. Donc, il faut passer aussi un temps plus long pour l'expérimentation de la reprise de la masse, puisqu'il y a des problèmes de gouvernabilité, de santé, surtout du système cardiovasculaire lorsqu'ils sont retournés de l'espace. Donc, le personnel médical a pris des mesures pour préparer le retour des taïkonautes, surtout avec la mise au point de la combinaison spatiale à pression pour faciliter la circulation du sang. Et par exemple, on va leur donner des combinaisons au niveau de jambes pour éviter pour faciliter l'adaptation à un environnement avec pesanteur. Et ils ont passé 3 mois dans un environnement en apesanteur et cela pourrait avoir des impacts sur différents niveaux du corps. Et dans l'espace, l'environnement n'est pas favorable pour faire de nombreux exercices au niveau de genoux et de taille. Alors, il faut s'entraîner après être retourné au sol. Et après être retourné, il faut être souvent en position assise et puis effectuer petit à petit des entraînements. Ce soir, après être retournés à Beijing, ils vont prendre leur premier repas après de retour. Et on leur a déjà préparé leur nourriture préférée. Et dans l'hélicoptère, ils vont aussi boire de l'eau, se déshydrater et manger quelque peu. 28秒，落点纬度，北纬41度3拐分43秒，北纬41度3拐分43秒。报告完毕。北京明白。 Avant le départ, on voit que dans la conférence de presse, ils sont séparés physiquement du personnel de presse et c'est aussi le cas après le retour.
Ils ont encore d'effectuer des évaluations sur leur santé. Beijing 明白，祝贺神舟12号，你们辛苦了，向你们致以崇高的敬意。我们在北京迎接你们凯旋。Nous vous rendons les salutations la plus distinguées et nous attendons votre retour à Beijing. Merci. L'équipage de Shenzhou 12 a bien reçu le message. Le lancement de Shenzhou 12 ainsi que son retour ont été couronnés de plein succès. Et après une semaine, il va retrouver leur famille. Alors ils vont passer la fête de la Miodon au poste. Durant leur retour, ils ont traversé la zone de la barrière noire électromagnétique, ce qui était la zone à risque et qui n'a pas de connexion avec le centre. Et pourtant, pour les taïkonautes, le plus dur, c'est le moment que le parachute se sépare. On annonce que la mission de vaisseau spatial Shenzhou 12 a été couronnée de plein succès. Et maintenant, on est en train de prélever les échantillons de microbes et des gaz. Il s'agit là d'un travail pour relever les échantillons de l'environnement ambiant pour par la suite effectuer des analyses.各号注意，我是北京，后续按计划进行航天员一监一保和返回舱现场处置工作。神舟12号返回搜救任务到此结束，各号再见。Maintenant, le travail de recherche et de sauvetage est terminé. Et par la suite, ce sera le travail pour garantir les taïkonautes. Et tout à l'heure, on a aussi vu que le personnel médical a préparé les fauteuils à coucher pour les taïkonautes. Cela peut garantir une posture la plus confortable pour les taïkonautes.
à l'heure, à 13h50, on a entendu l'annonce de la réussite de la mission de vaisseau spatial Shenzhou 12. Et cela signifie que le premier vol habité... Alors, bonne nouvelle, ils sont sains et saufs. Ils sont 3 taïkonautes. Ils s'appellent Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo. Ils ont en moyenne plus de 53 ans. Aux dernières nouvelles, sains et saufs, de retour sur la Terre. Au moment où on parle d'eux, ils sont déjà toujours dans la capsule de Shenzhou 12, mais ils vont sortir très très bientôt. Il est prévu que l'atterrissage se déroule cette fois-ci au site Dongfeng, situé dans la zone désertique du désert Gobi, vaste et peu peuplé, au sud-ouest de la région de Mongolie intérieure. Toujours avec nous, Nicolas Hirosin, commandateur de CGTN français. Alors, pourquoi cette fois-ci on a choisi un désert, surtout un endroit au milieu de nulle part, on dirait, dans le désert de Gobi, à Mongolie intérieure? Bon, alors d'habitude, le site d'atterrissage pour les vaisseaux spatiaux Shenzhou, donc les vaisseaux habités, c'est pas cet endroit-là, c'est assez proche, hein, mais ça reste dans la Mongolie intérieure, mais pas précisément en plein milieu du désert de Gobi. Ah. Alors pourquoi? Alors c'est une raison assez technique, c'est le fait que un vaisseau qui part d'une station spatiale, c'est plus difficile pour les équipes au sol de calculer le lieu d'atterrissage exact. Donc pour cela, ils ont décidé d'utiliser un espace beaucoup plus grand, un désert, comme ça, s'il y a des petites erreurs de calcul, c'est moins précis, donc ça évite d'avoir un accident, de tomber sur une zone habitée, quoi que ce soit. Au moins dans le désert, là, c'est une grande zone, peut-être plus difficile effectivement pour effectuer les recherches, après pour récupérer le module de retour, mais donc c'est en partant d'une station spatiale, c'était le choix le plus cohérent pour éviter justement, parce que les calculs pour l'atterrissage étaient plus difficiles. D'accord. Mais après, en tout cas, tout à l'heure, on a vu avec les lives en direct, des images en direct qu'on a pu récupérer sur notre chaîne télé. L'émission de l'opération de sauvetage a été courte quand même. L'opération, ça a duré à peu près une dizaine de minutes. Voilà, oui, c'était très court. Peut-être qu'il y avait des petites appréhensions, savoir vu, étant donné que c'est une surface de 20 000 km², ça aurait pu être difficile de savoir exactement où le module était tombé. Mais en fait, là, on voit que tout a été tellement bien préparé. Il y a eu beaucoup de... Voilà, déjà, il y avait des exercices avant. Il faut préciser qu'il y a eu... C'est pas non plus improvisé. Il y a eu des exercices de tests de récupération d'un module dans ce cas-là. En amont. Voilà. Et donc là, on a vu que ça a été extrêmement rapide et très efficace. Et après, tout à l'heure, on va également assister à plus d'images sur ces taïkonautes. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que l'état de santé, l'état aussi d'esprit? Alors, petite question peut-être qui pourrait être drôle, c'est-à-dire beaucoup de personnes se disent, une fois qu'ils seront de retour en Chine, est-ce qu'ils vont besoin de faire une quarantaine pendant 1 ou 2 semaines, peut-être comme tout le monde? Ils ont déjà fait leur quarantaine pendant 3 mois, on va dire, dans la station spatiale, donc on est sûr qu'ils vont pas transmettre de virus. Mais non, en fait, c'est vrai qu'après l'atterrissage, tout de suite après, les premières heures, c'est difficile pour le corps humain de se réhabituer à la pesanteur terrestre, parce qu'ils ont passé 3 mois en état d'apesanteur. Même s'ils ont fait fonctionner on a vu avec les équipements, le vélo, etc., ils ont fait fonctionner leurs muscles, notamment des jambes. Mais quand même, une fois qu'ils vont atterrir sur Terre, ils vont pas pouvoir se déplacer par eux-mêmes, en fait. Ils pourront pas marcher là. Le corps aura besoin de quelques temps, plusieurs heures, voire un jour, pour totalement se réhabituer à la pesanteur terrestre. Et également la circulation du sang, puisque avec la pesanteur, le sang a tendance à aller vers le bas, vers les jambes, vers les pieds. En état d'apesanteur, c'est complètement différent, il n'y a plus de haut, plus de bas. Donc ça, le corps se réadapte assez rapidement, mais quand même, il faut un certain temps. Quand même pas non plus, il n'y a pas de quarantaine obligatoire pour eux. Après, on a vu tout à l'heure qu'ils peuvent voir leur famille dans 1 semaine.
donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Continuons, on va reprendre les conversations qu'on a eues tout à l'heure. C'était sur leur âge. Est-ce que leur âge pose problème? Parce qu'apparemment, ils sont un petit peu plus âgés. Ils sont cette fois-ci, leur âge moyen est de 53 ans. Mais après, j'ai fait quand même quelques recherches à côté, c'est-à-dire ils sont quand même des astronautes avec beaucoup d'expérience. Rien que pour Neil Armstrong, il était déjà allé une fois dans l'espace avec Shenzhou 6 à 47 ans. Donc c'était l'année 2005. Et puis Liu Boming, il est même allé 2 fois. Il est même allé 2 fois. Shenzhou 10. Donc 2 fois. Et puis Liu Boming, c'était en 2008 qu'il est Shenzhou 7. Donc à ce moment-là, il avait 42 ans. Mais maintenant, ils ont l'âge moyen de 53 ans. Oui, mais avec l'âge vient l'expérience. Alors, il y a peut-être 2 paramètres à voir. Alors, premier paramètre, c'est effectivement l'âge pourrait leur créer des problèmes de santé, des problèmes physiques. Pour l'atterrissage, par exemple, est assez violent. Ça demande quand même une bonne condition physique parce que la capsule de retour est secouée. On passe d'une grande vitesse, plusieurs milliers de km/h, et atterrir sur Terre sans dommage. Et ça, avec la chaleur, la capsule, heureusement, est très bien protégée pour lutter contre les frottements de l'air qui peuvent détruire des... Normalement, s'il n'y a pas ce bouclier thermique, la capsule se désintégrerait. Donc c'est quand même assez violent ce retour sur Terre. Donc il faut que les corps soient bien préparés. Donc c'est vrai que l'âge, dans ce cas-là, peut poser un problème. Et aussi pour s'habituer, pour s'adapter, on s'adapte plus vite à des conditions différentes quand on est plus jeune. Mais là, je pense que le principal, c'était leur expérience de vol, leur expérience dans l'espace. Parce que c'est vrai que c'est la première fois que les astronautes chinois, taïkonautes, allaient rester aussi longtemps dans l'espace, 3 mois. C'est la première fois qu'ils vont s'installer dans la station spatiale, la première fois que la station spatiale accueille des êtres humains. Donc pour ça, c'était une mission très délicate en fait, de préparation, d'assurance, c'était risqué. Donc leur expérience, leur connaissance, tout l'environnement spatial était extrêmement importante, leur sang-froid, ils ont été... Après, c'était 3 mois aussi dans un environnement psychologiquement, il faut qu'ils tiennent bonne. C'est ça aussi, la psychologie, et donc l'habitude. Ils étaient maîtres de leurs émotions, maîtres de leur... Ils pouvaient contrôler le fait de vivre comme ça dans un environnement aussi fermé, et d'être les premiers à entrer dans cette station et pouvoir assurer le premier déploiement, vérifier la première fonctionnalité de la station. Donc c'est vraiment, je pense que c'est l'expérience, c'est pour assurer un bon déroulement de l'opération, des vétérans, qu'on a dit. Pour Neil Armstrong, il avait commencé il y a environ 16 ans en fait, il avait 16 ans, son premier voyage c'était il y a 16 ans. Donc Shenzhou 6, Shenzhou 10, Liu Boming, Shenzhou 7, il avait participé d'ailleurs à la mission Shenzhou 7 où il y avait eu la première fois des astronautes chinois qui sont sortis dans l'espace. Donc il avait cette maîtrise. Et quand même Tang Hongbo, 45 ans, donc il est le plus jeune parmi les 3. Le petit jeune de l'équipe, qui lui c'était sa première mission spatiale. Donc voilà, en fait il a bénéficié certainement de l'expérience des plus âgés, et c'est lui qui transmettra son expérience certainement pour les prochains voyages. Peut-être qu'on fera appel à lui, peut-être que les 2 autres vont être mis au repos tranquillement. Ils ont fait les missions, et ça sera sûrement une autre génération qui va prendre la relève. On verra dans Shenzhou 13. Je suis pas sûr que l'équipage a été le nom de l'équipage a été annoncé encore, mais Shenzhou 13 qui va bientôt partir avec 3 nouveaux taïkonautes. C'est loin d'être terminé. C'est le début. C'est le début, ce n'est qu'un début. Et justement, en ce début de toute cette mission et tout ce projet chinois de la construction de la station spatiale dans l'univers, on voit bien que cette fois-ci, surtout sur les réseaux sociaux chinois, on voit qu'il y a une sensation, il y a beaucoup d'attentes cette fois-ci de leur retour, comme les Français pour Thomas Pesquet. Et cette fois-ci, on voit des Chinois qui ont posté plein de messages, plein de commentaires, qui ont une attente de ces 3 astronautes. Comment voyez-vous ce phénomène ? En fait, grâce aux nouveaux médias, réseaux sociaux maintenant, il y a une proximité qui n'y a peut-être pas avant entre les astronautes qui sont dans une station spatiale et les gens sur Terre, la population sur Terre. Grâce à ces réseaux, on peut les voir quasiment, parler en direct assez facilement. Avant, c'était un peu difficile, fallait peut-être des moyens plus importants.
C'était dans un cadre un peu plus compliqué à gérer. Et maintenant, en fait, ils peuvent transmettre même leur ressenti, leurs expériences, ce qu'ils ressentent au jour le jour, dans leur vie quotidienne entre guillemets d'astronautes, et le transmettre au grand public. Oui, en plus, c'était en temps réel. Voilà. C'était pas à partir d'aujourd'hui, ça a déjà commencé depuis 3 mois. Voilà. Donc il y a eu cet intérêt des jeunes Chinois pour leur expérience, pour leur vie. Ils ont été considérés on les considère comme des héros, hein, je pense, à travers la Chine. Et des héros, mais qui sont abordables en fait, et qui peuvent transmettre... on l'a vu, ils ont transmis d'ailleurs le 1er septembre, hein, le jour de la rentrée des scolaires en Chine. Il y a eu, ils ont fait une petite séance de cours tutorat, un peu d'explication pour les élèves chinois, expliquer un peu comment ça se passe, hein, à quoi sert la station spatiale, quelle est leur vie quotidienne dans l'espace, etc. Et voilà comment ça se fait de vivre en apesanteur. Et ça, ils ont transmis ça aux élèves chinois, ça a été assez populaire. Il y a également aussi des échanges avec des internautes, notamment à Hong Kong, où voilà, vraiment des échanges assez intéressants, et ça crée une émulation. On l'a vu, ils ont aussi transmis des photos, hein, et puis des petits leurs ressentis à travers les vlogs, hein, les petites vidéos blogs. Donc voilà, tout ça, ces amis, quelque part, ils étaient assez proches. Ça crée un lien de proximité, un lien presque amical entre eux et les jeunes. Il y a même si je me souviens bien, un astronaute qui a joué de la flûte. Oui, voilà, il a amené sa flûte. Voilà, pourquoi pas, hein. Nous, on avait un joueur de saxophone dans l'espace. C'est très romantique. En plus, les images ont été prises pour les JO 2024 de Paris. Et les internautes chinois pensaient que ça fait de belles images. Hein. Et puis c'est vrai que ça intéresse. C'est vrai que c'est des belles images et ça donne un intérêt pour l'espace. Je trouve ça très positif, personnellement. Et tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y en a qui vont bientôt retourner dans l'espace? Parce que là, ils viennent de rentrer sur Terre. Est-ce qu'un jour, ils vont repartir? Alors, ce sera peut-être pas eux, hein, ou peut-être le plus jeune repartira. Déjà, ils vont se reposer, un repos bien mérité. Hein, ils vont pouvoir revenir, se réhabituer à la vie sur Terre et profiter de leur famille. Mais il y a un nouvel équipage, hein, on avait dit, le prochain Shenzhou 13, hein, qui va partir à la mi-octobre. Hein, c'est prévu pour octobre. Et donc, eux aussi vont préparer l'arrivée du 3e vaisseau cargo Tianzhou. Donc, continuer à installer les équipements dans la station spatiale, à préparer la station pour les modules d'expérimentation qui vont arriver. Et donc tout s'enchaîne assez vite, hein. C'est même étonnant, hein. Les Shenzhou 12, les 3 taïkonautes viennent d'arriver en septembre, là on est mi-septembre, et déjà mi-octobre il y a déjà le prochain équipage qui va partir et qui va continuer, parce que on rappelle le délai pour terminer la station, c'est quand même fin 2022 et ça va très vite, hein, c'est dans un peu plus d'1 an seulement. Oui, mais après, dans un peu plus d'un an, il peut se passer plein de choses. Comme il y a des internautes chinois qui ont appelé, qui ont rigolé un peu sur Internet. Waouh, ça fait 3 mois, on a presque peut-être souvent oublié qu'il y a encore 3 personnes chinois dans l'espace, parce qu'en 3 mois, il s'est passé plein de choses en Chine. Et que c'est le grand moment, c'est le grand retour des 3, on peut dire héros de la nation. Et après, ce qui est bien, c'est que ça tombe pile poil justement avant la fête de la mi-automne, donc qui est réputée comme un festival traditionnel chinoise pour la réunion familiale. C'est pour ça que ça a aussi créé pas mal de sensations en ce moment sur Internet, qu'ils puissent réunir avec leur famille. C'est comme un clin d'œil, voilà, le retour de très loin. Hein, là, ils étaient effectivement vraiment éloignés. Ils sont retour à la maison, retour à la famille. Et c'est vrai qu'en Chine, on aime bien ce genre de dates, hein, envoyer des dates plus ou moins précises pour célébrer quelque chose, hein, comme le centenaire du Parti communiste, envoyer des éléments forts, des signaux forts pour montrer la vigueur un petit peu du pays, ses capacités renouvelées, un peu le développement du pays. Et ça se voit aussi au niveau spatial. Ça reflète les avancées technologiques et scientifiques de la Chine. Donc mais après, ce sont quand même les moments qui marquent un peu l'histoire, qui marquent l'émotion. Le festival mi-automne, c'est à chaque fois, quand ça tombe, c'est un peu comme un anniversaire. À chaque année, quand c'est le moment, tout le monde, on ressent
un rituel, quoi, c'est un peu cérémonial pour, je dirais, pour les Chinois. Donc célébrer, et puis ça a quand même un sens, c'est-à-dire on se disait que ces 3 astronautes qui puissent retourner auprès de leur famille, auprès de leurs proches, là, le jour du festival de mi-automne, ça a quand même une belle signification. Ouais, c'est un beau cadeau, quelque part. Et je voudrais aussi qu'on parle un peu de ces missions qui a duré quand même 3 mois sans arrêt. Et en plus, eux aussi, ils ont travaillé vraiment, ils ont effectué un travail acharné pendant 3 mois. Ces 3 mois, qu'est-ce que ça signifie pour les Chinois? Ces 3 mois de découverte, ces 3 mois d'attente aussi pour la plupart des Chinois? Non, bah, ça a été en fait simplement une manière de montrer que la Chine, donc son avancée technologique, le fait qu'elle puisse communiquer un peu cette culture scientifique aux plus jeunes, montrer le courage et la volonté de certains, comme on parlait de héros, de symboles un petit peu, parce que c'est quand même très dangereux, faut pas oublier, on parlait de sang-froid tout à l'heure, des vétérans, ce sont 3 personnes qui viennent de l'armée, ce sont des pilotes de l'armée qui ont des décorations, qui ont été triés sur le volet. C'est pas, évidemment, c'est extrêmement difficile de devenir astronaute, taïkonaute. Ça demande des efforts, des années de préparation. On a vu j'ai vu rien que pour préparer la sortie dans l'espace, pour manipuler le bras mécanique. Ils ont passé 6000 heures d'entraînement en piscine à faire des roulés-boulets, à faire des manipulations dans l'eau, dans un système qui ressemble un petit peu à ce qu'ils peuvent sentir en état d'apesanteur, avec l'eau qui permet de soulever le poids du corps et rester maître de son corps et de ses mouvements dans un état d'apesanteur. C'est quand même extrêmement difficile, donc ça demande beaucoup de préparation en amont. Et voilà, après le résultat, ça paraît simple, une fois qu'ils sont là-haut. Tout paraît simple, tout paraît naturel et presque sans danger. Mais en fait, c'est parce que tout a été préparé bien en avance. Et que c'est devenu déjà un rituel, un quotidien pour eux. Oui, et puis on a déjà en 2016 un équipage chinois qui était venu dans le module de préparation Tiangong 2, qui était le module qui préparait la station spatiale. Et ça avait aussi attiré beaucoup l'attention du public chinois. Et eux aussi donc ont été vus comme des héros. C'était la première fois que les Chinois allaient dans un module de l'espace de cette manière-là. Et évidemment, c'est la nouvelle étape, et il y en aura d'autres. Alors peut-être que le public va s'habituer, puisque ça c'est naturel. Plus il y aura de missions, et plus ça paraîtra naturel et quelque part simple. Mais les premiers, les pionniers, sont quand même toujours vus comme des modèles, et je pense que c'est un peu ça. Et cette fois-ci, ces 3 mois de voyage s'inscrit-il dans un grand projet encore plus ambitieux de la Chine? Bien sûr, la Chine a de grandes ambitions dans l'espace. On l'a vu avec la mission lunaire, pour ramener des échantillons avec Chang'e 5, pour ramener des échantillons avec arriver sur la face cachée de la Lune, qui était c'est assez difficile. On en avait parlé dans une précédente émission, d'arriver dans la partie non éclairée de la Lune. Donc c'est les grandes premières, d'arriver à arriver dans cette zone-là, de ramener des échantillons sur Terre. Donc ça demande quand même beaucoup une technologie assez avancée. Envoyer un rover sur Mars, prendre des clichés, ça aussi, ça a été une grande avancée de la Chine, une grande prouesse du pays. Peu de pays sont capables d'envoyer des rovers sur Mars et de pouvoir les faire fonctionner. Donc c'est les preuves de la maîtrise technologique chinoise actuellement. Il y a d'autres missions en cours qui sont en préparation, par exemple observer des astéroïdes, donc ça c'est aussi très difficile, il faut arriver à s'approcher d'un corps très petit dans l'espace, ça demande beaucoup de travail de calcul, de précision. L'exploration de l'espace plus lointain avec des grands télescopes qui sera également affecté à la station spatiale, donc un télescope pour observer l'espace qui sera à mon avis un peu une référence dans les prochaines années. Et puis peut-être l'objectif à un peu plus long terme, ça serait, c'est en préparation, de mettre en place, d'installer une base sur la Lune. Donc ça demandera aussi beaucoup de travail en amont. Donc la station spatiale, c'est une étape vers l'installation d'une base lunaire. Si on arrive à monter une base lunaire, après tout est possible, à partir
encore plus loin la conquête de l'espace. De l'espace, donc c'est qu'un début. C'est un début, on est dans la... Oui, peut-être pas le début, parce que le début, ça remonte quand même les premiers moments de la conquête spatiale chinoise remontent dans les années 60, donc c'est un travail de longue haleine, hein. On n'est pas au début, on est dans une phase, peut-être la fin de la première phase. La fin d'une première phase de préparation, parce qu'au début, la construction d'une station spatiale chinoise, en fait, les premières poches à commencer à se dessiner, c'était dans les années 1900, dans les années 1900, et après, la mise en place de ces projets-là, ça dure depuis 2 ans. Donc, une fois que ça a commencé à monter, ça reste quand même assez vite. Non, c'est déjà toutes les missions habitées, les vols, l'envoi d'hommes, d'humains dans l'espace. Ça, c'est déjà la première étape en vue d'une exploration plus longue, hein. Donc déjà maîtriser l'envoi d'hommes dans l'espace. Ça, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont capables de le faire par eux-mêmes. La Chine en fait partie maintenant. Et donc, une fois que ça s'est mis en place, après, tout le programme de la station spatiale, c'est un programme ambitieux. L'exploration, peut-être envoyer peut-être plus tard des taïkonautes sur Mars, pourquoi pas. Mais puis la coopération avec les différents pays aussi, ça c'est important. Donc, la coopération aussi, il y a peut-être une concurrence avec d'autres pays. Ah oui, il peut y avoir une concurrence, évidemment, surtout pour installer des bases sur la Lune. Ça serait... Chaque pays voudra peut-être la zone la plus pratique et utiliser ça comme... peut-être pour s'approprier un petit peu la Lune, comme on s'appropriait auparavant, quand on découvrait un nouveau continent, on plantait un drapeau, on disait que c'était à nous. Donc ça, cette mentalité un peu de nation, de propriété du sol et de la... Alors, est-ce que ça va se prolonger sur les autres astres, sur la Lune, sur Mars? Est-ce que ces astres vont être découpés en plusieurs morceaux, tel endroit appartiendra à tel pays ou pas? Ça reste à voir. Malheureusement, on ne peut pas encore savoir maintenant est-ce qu'il y aura vraiment une coopération internationale ou une appropriation des nations. Ça reste à voir. Est-ce qu'il y a un pays qui ont déjà annoncé là-dessus ou qui ont déjà prononcé Personne n'a encore, non. Oui, mais du coup, c'est vraiment juste une supposition si on vu de loin. Évidemment, après il y a toute l'exploitation des ressources naturelles qui peut être potentiellement rapporter beaucoup d'argent, que ce soit économique, hein. Donc les pays ont des intérêts quand même économiques, c'est pas seulement scientifique, hein, pour arriver sur des différentes planètes, en tout cas les planètes proches. Mais espérons que ce soit pour le bien du plus grand nombre, que ce soit une coopération et pas une rivalité qui mènerait... je pense sûrement à comme on avait vu, la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Cette rivalité, en fait, d'un côté, ça avait stimulé un petit peu les efforts pour la conquête spatiale. D'un autre côté, c'était aussi de la précipitation qui a amené à des accidents. Il y a des morts, des morts humaines, donc des accidents mortels. Oui, de lancement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter, que la Chine n'a pas envie de parcourir ce chemin-là de la rivalité, plus, je dirais, de la coopération. Et après, je pense que le but, c'est quand même l'utilisation et l'exploitation de l'espace d'une manière équitable, d'une manière raisonnable avec d'autres pays, bien sûr. Je voudrais qu'on fasse une comparaison entre la station spatiale chinoise et la station spatiale internationale, parce que ici, maintenant, on sent un peu le balbutiement, le début de la station spatiale chinoise. Alors, où en est-elle la station spatiale internationale? Alors, elle est encore viable pour quelques années, mais elle arrive un petit peu à la fin, en fait, hein. Et déjà, les Russes sont un peu... en fait, se séparent un petit peu, sorte en prévision de la fin de la station spatiale. Et peut-être que les Russes vont aussi mettre en place à terme leur propre station spatiale, ou alors coopérer avec la Chine, hein, Donc on voit une sorte de passage, hein. Il y a une nouvelle station qui sera mise en place dans le futur, une station américaine. Donc peut-être que l'époque où c'était tous les pays qui se mettaient ensemble pour former une station spatiale, hein, pour la lancer, peut-être qu'on arrive là à peut-être une station spatiale pour chaque grand pays, en fait, avec peut-être après des coopérations au cas où.
mais que ça soit plus un travail de chaque pays, grand pays, pour arriver à sa station spatiale. Peut-être qu'aussi c'est une maturité de la conquête spatiale, en fait, hein, à un moment donné. Si les pays ont la technologie, les moyens de le faire, pourquoi pas le faire et que ça leur appartienne. Mais je pense qu'il faut quand même encore toujours privilégier la coopération au niveau scientifique et que si un grand pays a sa station spatiale, qu'il ouvre les portes aux autres pays, aux autres scientifiques ou astronautes qui viennent pour partager leurs expériences et faire des expériences scientifiques. Parce que tous les pays ne peuvent pas se permettre d'avoir une station spatiale. Évidemment, il y en aura peut-être 3 ou 4. Ok, tout de suite, on va aller en direct pour revoir la déclaration du résultat de cet exploit, de ce retour des 3 astronautes sur Terre. Regardez. Bon, deuxième question. Quel est votre sentiment? Merci beaucoup pour votre attention et votre vœu. J'ai passé l'anniversaire dans l'espace, c'est inoubliable. Et en restant dans l'espace qui est tellement beau, je rêve de revenir dans l'espace et de travailler dans la station spatiale chinoise. C'est toujours mon souhait et c'est aussi un bonheur pour moi. Je suis très reconnaissant à tous les scientifiques. C'est grâce à vous que nous pouvons accomplir avec succès cette mission. Merci à tout le peuple chinois. Grâce à votre soutien énergique, nous pouvons avoir des stations spatiales toujours meilleures. Reconnaissant à Monsieur le Président Xi qui nous amène dans cette ère grandiose. Je voudrais voler plus loin, plus haut et jouir des expériences meilleures dans l'espace. Et aussi remercier tout le peuple chinois. Bon anniversaire. Troisième question. Notre taïkonaute Tang Hongbo. Bienvenue pour le retour. Quel est votre sentiment? Je me sens très bien et je me sentais également véritablement bien dans l'espace. Après ce séjour de 3 mois dans l'espace, nous avons accompli beaucoup de missions et de travail et d'expérimentation scientifique dans la station. Nous avons bien joui la profondeur et la beauté de l'espace. J'ai toujours la conviction que grâce à un travail ardu et des efforts inlassables, je pourrai toujours aboutir au succès. Je pense à ma famille, à mes parents. Papa et maman, maintenant je suis de retour, je suis en pleine forme. Alors on voit bien ces 3 personnes en bonne santé qui ont reçu l'interview. Mais après, on voit bien qu'ils sont presque sur le dos, en fait. Oui, bah, ils sont, comme on avait dit, ils sont un peu plus faibles physiquement. Hein, évidemment, le retour sur Terre était un peu difficile, hein, puisque le corps n'est plus habitué à la pesanteur. Ils ont besoin d'être soutenus un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en mauvaise santé, simplement que le corps met du temps à se réadapter à la pesanteur terrestre, hein, à sentir son poids. Ça fait 3 mois qu'ils sont quasiment, ils ne sentent pas leur poids en fait. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc, non, mais ils ont l'air en parfaite santé, ils ont l'air tout à fait lucides et calmes. Et en plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Liu Boming, l'un des astronautes qu'on a vu, donc en fait, qui a été interviewé en premier par le journaliste de China Media Group. Donc, ils sont bien contents hein, pour l'instant, en bonne santé, en pleine forme, de retour sur la Terre. Mais ce n'est pas fini parce que c'est qu'un départ pour la plupart, pour cette carrière, pour leur carrière d'astronaute et puis aussi pour ce projet de construction d'une station spatiale chinoise dans l'espace. Alors, normalement, la situation, elle est prévue, la station, elle est prévue être établie, la station, elle est prévue être achevée dans 1 an et demi, même pas 1 an et demi, dans 1 an.
Bon, à la fin de 2022, donc on est en septembre 2021, d'ici 1 an et 3-4 mois, effectivement, si tout se passe bien. Et qu'est-ce que ça signifie justement leurs 3 mois passés dans l'espace? Qu'est-ce que ça signifie pour l'accomplissement du projet ensemble, du projet chinois dans l'espace? Bah, en fait, là, simplement, là, cette mission a été une mission de préparation, installation, de vérification, de contrôle, un petit peu de la station, de technologie pour les prochaines missions humaines. Et c'est qu'un début? Un début, c'est un début. Oui. Et réussi. Quels sont les challenges en fait pour eux une fois qu'ils sont allés dans l'univers, ou dans Cosmos, ou dans Taikong, si je dis en chinois, dans l'espace? L'univers, bon, c'est un peu plus vaste, mais l'espace simplement, l'espace. Alors, quels sont les achèvements? Quelle est l'idée derrière? Bon, en fait, la station spatiale, donc c'est un laboratoire qui permettra de mener des expériences. Il y a 2 modules supplémentaires qui vont être associés à ce module central Tianhe. Donc avec ces modules d'expérimentation, là, ça sera vraiment pour faire des expériences sur, on l'a vu, sur la biologie, par exemple, pour l'élevage des vers à soie, pour voir comment ces petits animaux vivent, peuvent se développer en état d'apesanteur, comment, si on fait pousser des plantes, quelles seront la qualité des fruits, par exemple, que ces plantes vont donner, est-ce qu'elles sont comestibles, est-ce qu'il y a des mutations, parce qu'il ne faut pas oublier que non plus, dans l'espace, on n'a pas en fait la protection qu'offre la Terre avec le bouclier électromagnétique qu'elle a. Donc on est sujet à un rayonnement cosmique, qui peut même un rayonnement solaire. Il y a des particules nocives qui peuvent traverser. Donc il faut étudier les moyens de se protéger de ces rayonnements qui sont habituellement bloqués par la Terre, par l'atmosphère terrestre, ou par le bouclier magnétique. Donc comment se protéger de ça? Est-ce qu'il va y avoir des mutations de ces plantes dans l'espace? Parce que l'idée, c'est quand même à terme, soit d'emmener des humains sur Mars, soit d'établir des bases, on l'a vu, sur la Lune. Et donc dans ce cas-là, il faut leur fournir des aliments. Il faut peut-être faire pousser des plantes. Il faut peut-être évidemment produire de l'oxygène dans ces zones d'habitation. Il faut aussi, il y a un système de survie dans Tiangong, de recyclage, par exemple, l'urine des taïkonautes a été recyclée et pour faire de l'eau. Donc en fait, il y a ces systèmes de recyclage, comme ça on peut vivre, on peut survivre, parce que l'eau est un élément extrêmement précieux dans l'espace. On ne trouve pas d'eau à l'état liquide, à part sur Terre. Donc à moins d'amener des litres et des litres d'eau, l'humain a besoin d'une certaine quantité d'eau pour survivre. C'est même plus important que la nourriture. Donc comment faire pour amener cette eau, où la trouver, soit peut-être faire fondre des glaciers, s'il y a des glaciers qui peuvent être utilisés sur Mars, il y a des glaciers. Est-ce que nous, on peut aussi utiliser ce recyclage de l'urine pour en faire de l'eau? Ça, c'est aussi extrêmement important. Ça a été mis expérimenté dans cette mission de 3 mois. Simplement aussi contrôler au niveau de la santé des astronautes, des taïkonautes, savoir est-ce qu'il ne va pas y avoir un changement de métabolisme en restant longtemps dans l'espace. Donc plus on reste longtemps, et plus on va pouvoir savoir les effets à long terme d'une vie dans l'espace en état d'apesanteur soumis à des rayonnements cosmiques. Donc ça, c'est un petit peu complexe, mais c'est aussi pour ça que ça sert une station spatiale. C'est vérifier, voir comment tous les moyens de survie dans un endroit aussi difficile, isolé et froid que l'espace interplanétaire. Oui, ça veut dire qu'à la fois, ils sont des scientifiques, des astronautes, des taïkonautes qui ont mené des recherches scientifiques sur autre chose. Et après, en même temps, rien que le fait d'avoir passé 3 mois dans l'espace, eux aussi sont devenus un objectif d'expérimentation. Effectivement, oui, c'est ça, exactement. Il y aura des analyses de leur sang, de voir est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé, voir comment... Est-ce que les muscles, est-ce que les moyens qu'on a mis en place pour faire travailler les muscles en état d'apesanteur fonctionnent bien? Est-ce que c'est utile? Mais évidemment, la Chine aussi bénéficie de l'expérience de la Station spatiale internationale. Donc ça, c'est quand même, il y a des protocoles qui sont mis en place et
aussi, les découvertes de la Chine vont pouvoir bénéficier également aux autres pays dans leur avancée dans l'espace. Donc c'est là où je parle de coopération et que c'est intéressant de coopérer parce que c'est les éléments que la Chine recueille dans la station spatiale, ces éléments vont servir pour d'autres pays et d'autres voyageurs. Ça va ouvert donc pour les recherches collectives, pour les recherches à l'international. Depuis toute l'histoire en Chine, les Chinois ont eu beaucoup d'imagination en fait sur l'univers, sur l'espace, sur tout ce qui est la vie même extraterrestre. Est-ce que vous connaissez peut-être quelques-unes des petites légendes à partager avec le public? Moi, je connais la Chang'e, l'histoire d'une femme qui est devenue une sorte de déesse de la Lune, hein, qui est partie sur la Lune, qui a été... Bon, je ne connais pas exactement les détails, une sorte de lapin aussi sur la Lune. Une sorte de lapin qui vivait avec Chang'e sur la Lune. C'est ça. Aussi ce pont là qui relie les deux amants. Hein, oui, les deux amants. En fait, l'homme, il vivait sur la Terre et les deux amants, ils se croisaient, ils se voyaient qu'une seule fois par an parce que simplement le fait d'un couple entre le couple, en fait, la femme, donc Chang'e, elle venait de la Lune et que l'homme, il était de Terre, il était de la Terre. Donc le fait que ce soit un couple de deux astres séparés, de deux astres complètement différents, a énervé à ce moment-là la Wang Mu Nyang à l'époque. C'était donc, si vous voulez, c'était un peu comme l'épouse du dieu dans le ciel. Et elle n'a pas voulu qu'ils soient ensemble, donc en fait, rien que le fait en les séparant, en fait, en les permettant de les se voir qu'une seule fois par an, et ça a été un peu une histoire d'amour tragique, mais en même temps, c'est tellement poétique parce que la femme, elle était toute seule dans la Lune, sur la Lune, accompagnée d'un petit lapin. Voilà. Et il y a un pont qui apparaissait une fois par an, c'est ça? Oui, et qui est formé par des pies. Voilà, c'est ça, des oiseaux, oui. C'est très poétique, c'est évidemment pas du tout réaliste, mais on voit bien un peu l'imaginaire, la séparation, puis cette curiosité hein, pour la Lune, pour les astres en général, pour les étoiles, savoir à l'époque, il y avait les télescopes sont arrivés dans environ au XVIIe siècle en Europe. Hein. Auparavant, c'est quand même très difficile de voir hein, le moindre détail hein, des astres dans l'espace. D'ailleurs, voilà, les planètes, on ne savait pas trop si ça appartenait à des sortes de globes, hein, est-ce que la Terre était au centre de l'univers. Ça a été... bon, évidemment, il y a eu les révolutions héliocentriques où on a mis le Soleil, on a compris que le Soleil était au centre, que les planètes tournaient autour, et pas que toutes les planètes tournaient autour de la Terre. Donc ça, c'était une révolution scientifique, et ça a été ensuite, parce qu'on a... Bon... Il y avait toujours le doute, tant qu'on n'est pas sorti de la Terre pour voir, il y a toujours le doute, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et par exemple, les missions spatiales ont permis sans aucun doute de voir que voilà, la Terre était bien une petite planète voilà, qui tournait, qui était en orbite autour du Soleil, qui est une masse de gaz en fusion. Voir que la Lune, cet astre brillant, en fait, simplement reflète la lumière du Soleil, n'est pas un astre brillant par lui-même, et qui a un côté sombre, bourré de cratères, en fait, que c'est une roche remplie de trous, de cratères, et on peut quand même poser le pied dessus avec une gravité beaucoup plus faible que sur la Terre. Donc ça, c'est des avancées petit à petit, hein, que l'homme est assoiffé de questionnement, de curiosité, il a envie de savoir ce qui se passe. Et voilà. Les Chinois, comme les étrangers, exactement, comme les Français, comme les Américains, ont tous essayé d'avancer pas par pas pour voilà, découvrir la vérité et puis de vraiment constater les choses avec la science, avec une méthodologie particulière. Voilà, donc c'est la fin de notre émission consacrée du retour au vaisseau spatial chinois Shenzhou 12. Merci d'avoir suivi. L'info continue sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. Bonne suite de programme sur CGTN Français.